Vitrine d'une réussite fulgurante, Sydney est l'un des visages de l'Australie. Celui du pays le plus urbanisé au monde. 90% des Australiens vivent ici, dans les mégalopoles d'un littoral devenu symbole de la modernité. L'Australie est immense, 14 fois grande comme la France. 20 millions d'habitants y partagent l'un des niveaux de vie les plus élevés de la planète. Derrière cette façade de verre et d'acier, s'étale pourtant le continent le plus sec du monde. Un handicap qui pendant longtemps n'a pas empêché l'Australie de développer une agriculture compétitive. Mais depuis 8 ans, une sécheresse sans précédent frappe le pays. Conséquence du réchauffement climatique, elle pourrait bien, à terme, faire disparaître les fermiers australiens. La Nouvelle-Galles du Sud, à 6 heures de route de Sydney, est le grenier à blé du continent. Il y a quelques années encore, c'était l'une des régions les plus prospères du pays. C'est là qu'habite la famille Hodge, des fermiers australiens traditionnels. Ils occupent Tungara, la ferme familiale depuis 5 générations. Ils cultivent de l'orge et élèvent des moutons pour la viande. Clem Hodge a 64 ans. C'est le chef de la famille, le patriarche. Il cultive 1000 hectares de céréales, une très grande surface. Ses récoltes n'ont jamais été aussi mauvaises, car c'est ici que la sécheresse fait le plus de dégâts. Nous sommes fin octobre, le printemps s'achève, la saison des pluies touche déjà à sa fin. Nous avons eu une série d'années assez sèches ces 8 dernières années. À part 2005, qui n'était pas trop mal. Cette année-ci ne semble pas trop mal partie, mais il n'y a que des petites pluies très localisées et qui ne sont pas suffisantes pour les récoltes. Nous n'avons pas eu de pluie assez importante pour avoir suffisamment d'eau dans les réservoirs. Le printemps est fini et la meilleure période pour accroître nos réserves d'eau vient probablement juste de se terminer. Le niveau des réservoirs reste désespérément bas. C'était il y a 18 ans que Clem Hodge les a vus remplis pour la dernière fois. Vu du ciel, les champs verts semblent être gorgés d'eau, mais ce n'est qu'un mirage. C'est ce qu'on appelle ici la sécheresse verte. Depuis 10 ans, des spécialistes du réchauffement climatique militent pour que l'Australie amorce un changement radical. John Williams est l'un d'entre eux. Les personnes les plus exposées au réchauffement sont les agriculteurs. Je pense que l'ancien gouvernement n'a pas été très actif pour préparer les populations au changement climatique. Les choses sont en train de changer, mais nous sommes trop lents à donner les informations aux fermiers. Pour qu'ils comprennent, nous devrions leur faire parvenir des statistiques relevées sur le long terme. Il faut aider les fermiers à comprendre que leur façon de cultiver, surtout depuis une dizaine d'années, a changé. Il faut les préparer au changement. Je pense qu'on ne leur apporte pas assez de soutien et d'aide efficace. Il faut leur dire, écoutez, ceci n'est pas juste une période de sécheresse, c'est le changement climatique. Il faut apporter beaucoup plus d'aide à nos communautés rurales pour les préparer à un futur avec beaucoup moins d'eau. Depuis toujours, l'Australie subit le bon vouloir d'un climat océanique qui alterne périodes de sécheresse et d'inondations. Depuis les années 2000, le changement climatique renforce les vents chauds qui soufflent en Australie. L'été, les températures atteignent facilement les 40 degrés. Les précipitations, quant à elles, sont de plus en plus faibles. La grande sécheresse, comme on l'appelle désormais, entraîne la ruine des récoltes et des agriculteurs. Clem Hodge n'a jamais quitté la région. Il s'occupe de la ferme tous les jours depuis plus de 40 ans,
un quotidien qu'il partage avec sa femme, Cheryl. En 30 ans, leurs revenus n'ont jamais été aussi bas. En réalité, en Australie, nous n'avons jamais été capables de compter sur les précipitations, parce que ça a toujours été un continent très sec. Il y a donc des années qui ne sont pas très bonnes. Il faudra peut-être que nous exploitons mieux nos terres avec des nouvelles variétés de blé, d'orge, capables de survivre avec moins d'humidité. Une plus grande production avec moins d'humidité. Cela sera-t-il viable dans le futur? C'est difficile à dire. La ferme familiale va continuer. On en est à la 5e génération de fermiers. Ce serait bien si cela pouvait continuer. Oui, si on a un peu de chance, on pourrait rester encore un peu. La perspective d'un nouvel été sans pluie désespère Cheryl Hodge. Elle redoute la sécheresse autant que Clem, car en Australie, faire son jardin est chose sacrée. Cheryl arrose tant qu'elle peut ses plates-bandes qu'on lui jalousait encore il y a quelques années. Il n'y a pas si longtemps, Cheryl avait un magnifique potager. Il a fini grillé lors de l'été 2006. L'année dernière, elle a tenté de cultiver ses légumes dans des pneus. Sans succès, sous la chaleur, l'humidité finit toujours par s'échapper. J'habite ici depuis 40 ans. Je suis mariée depuis 40 ans et je n'ai jamais rien vu de semblable. Ça arrive d'avoir une sécheresse pendant une année, 2 ou plus, mais pas comme ça. Cela m'inquiète beaucoup pour mes enfants et mes petits-enfants. Cela m'inquiète parce que nous, les fermiers, nous faisons pousser des récoltes, des céréales pour les gens. Nous ne pouvons pas faire pousser des choses si nous n'avons pas de pluie. Et ces 8 dernières années, le temps a vraiment changé. Donc oui, ça m'angoisse un peu. Certaines personnes pensent que c'est cyclique et c'est peut-être le cas. Je n'en sais rien, mais je l'espère en tout cas, pour le bien de tous. J'espère que cela ne deviendra pas comme certains le prédisent. Parce que si c'est le cas, le monde mourra de faim. Pour faire pousser les récoltes, il nous faut de la pluie. Cela me fait peur. C'est un moment très critique maintenant, car dans un mois, il va faire très chaud et sec, et les températures vont vite monter. En décembre, nous pouvons même avoir une température de 40 degrés. Et les mois suivants, il fera vraiment chaud et sec. L'eau se trouve principalement dans le nord. 60% de la quantité d'eau en surface est concentrée au nord de Brisbane. Le Murray-Darling Bassin a été notre source principale d'eau. Cela représente 6% de la quantité d'eau en Australie. C'est là que les gens se trouvent. Et la source subit une consommation excessive. Il va falloir réduire nos extractions de 30 à 40% si nous voulons que les rivières continuent d'exister et si nous voulons continuer de cultiver. L'Australie a toujours manqué d'eau. Les 2 tiers du territoire ne sont que sable et cailloux. Dans ce pays désertique, les fleuves Murray et Darling sont une inestimable richesse. Ils coulent en Nouvelle-Galles du Sud, devenue grâce à eux la première région agricole du continent. L'Australie est totalement dépendante de son irrigation et en abuse dangereusement. À elle seule, l'agriculture engloutit 70% des ressources en eau du pays. En 2006, le bilan était désastreux. L'eau avait tellement été pompée que les fleuves Murray et Darling atteignaient à peine 10% de leur niveau moyen. Du jamais vu. Les Hodge, eux, n'ont jamais bénéficié de l'irrigation. Leur ferme est trop éloignée des fleuves. Dans la région,
l'eau des nappes souterraines est trop salée pour servir à l'arrosage des cultures. Elle n'a d'aucun secours quand la sécheresse perdure. Pour les Hodge, le salut ne peut venir que du ciel. Pour garder le moral et rompre la solitude, Clem et Cheryl Hodge s'imposent une vie sociale et des activités en dehors de la ferme. La passion des Hodge, c'est le bush golf, une passion nationale et familiale. Avant que les 18 trous ne soient grillés par le soleil, le couple s'affronte tous les dimanches. Where is he now anyway? Steve, did you say where he is? He's out raking somewhere. Le golf est en autogestion et n'est ouvert que quelques mois par an. Ici, on n'arrose pas. Clem et Cheryl jouent sur des pelouses râpées et se sont faites au green en terre battue. Peu importe le score et l'étiquette, l'important est de se changer les idées. Yeah, when you're ready. Quand tu veux. Oops. Oups, il est un peu raté. Not your best. C'est pas ton meilleur coup. Well, that's good. What do you have? I had a 5 or 2. En Nouvelle-Galles du Sud, la situation des agriculteurs s'est véritablement dégradée. Les fermiers ne supportent plus les sécheresses à répétition et fuient ce désert encore vert. Bogangate est le village le plus proche de la ferme des Hodge. L'unique route est déserte. La voie ferrée qui la longe n'est plus employée qu'à la collecte des récoltes. Elle sert peu souvent ces temps-ci. Les silos ne se remplissent plus autant qu'avant, l'activité économique s'étiole. L'unique magasin d'alimentation générale n'a pas pu résister. Il vient de mettre la clé sous la porte. Bogangate est en passe de devenir une ville fantôme. Le dimanche, c'est à l'église que l'on croise encore le plus de monde. Chaque semaine, le révérend itinérant fait le tour des paroisses de la région. Il accueille ses fidèles, des fermiers qui viennent chercher soutien et réconfort dont ils ont grand besoin. Ici, on prie pour la terre, le salut de son âme et surtout pour que les pluies reviennent. I call it emu parade because there is emus along that section there. Nous perdons beaucoup de fermiers. Ils quittent leurs fermes parce que c'est trop dur pour eux. Nous avons des cas de suicide. Les fermiers se pendent, se tirent une balle. C'est très difficile. Ça a été très difficile pour les fermiers ces 7 dernières années, en particulier à cause de la sécheresse et de la dureté du marché mondial. En ce moment, nous avons formé un groupe à l'église et dans toutes les églises, toutes confessions confondues, et même à l'hôpital psychiatrique d'Orange. Nous avons des psychiatres ainsi que d'autres professionnels. Je suis moi-même psychothérapeute
et nous faisons beaucoup d'assistance psychologique auprès des personnes vivant sur les terres. Je rends visite aux familles et j'essaie de les soutenir comme je peux, de maintenir la foi et la confiance, mais c'est très difficile. C'est un vaste monde, un monde très dur aujourd'hui. À la sortie de l'office, le moral est meilleur, regonflé par les paroles bienveillantes du révérend. Clem et Cheryl Hodge apprécient ces moments. Ils y retrouvent les leurs et prennent des nouvelles de chacun, dans la bonne humeur. Ici, on chasse les mauvaises pensées et l'on profite de l'instant. En Nouvelle-Galles du Sud, 2006 a été la pire des années. Des centaines de fermiers ont été ruinés et ont sombré dans le désespoir. À l'époque, un agriculteur mettait fin à sa vie tous les 4 jours. Bogangate compte très exactement 243 habitants, mais pour combien de temps encore? L'année dernière, les jeunes ont déserté la ville et le prix du mètre carré s'est effondré. Pour éviter que le village ne meure, le gouvernement maintient encore une école, une poste et un pub auxquels s'accrochent les habitants. Au pub du Railway, on bascule d'un demi-siècle en arrière. C'est dans ce décor de western que tous les fermiers de la région se donnent rendez-vous chaque semaine. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui au golf, ce dont nous avons besoin, c'est 3 semaines de pluie. Ce serait suffisant pour que les cultures finissent de pousser. Une bière à la main, on parle des récoltes, des moutons et bien sûr de la pluie. Clem et Cheryl n'ont pas la télévision. Aujourd'hui, c'est la finale de la Rugby League et pour rien au monde, il ne manquerait cet événement. Au pub, quand certaines têtes disparaissent trop longtemps, l'inquiétude gagne. Dans le pays, plus de 10 000 familles d'agriculteurs ont abandonné leur exploitation au cours des 10 dernières années. L'Australie a toujours connu des sécheresses et la pluie a toujours fini par tomber. Alors, les fermiers ont du mal à admettre que celle-ci est différente des autres, qu'elle est due au réchauffement climatique. Quand on parle de précipitations, les fermiers ont les références de leurs parents et grands-parents. Toutes les familles qui sont dans l'exploitation agricole depuis des générations se réfèrent uniquement sur ce que leur ont dit leurs grands-pères. Les longues périodes de sécheresse dont on leur a parlé font partie de l'histoire familiale. Les fermiers aujourd'hui ne sont pas encore sûrs des effets du changement climatique, et moi non plus d'ailleurs. C'est le grand-père de Clem Hodge qui a construit la ferme de Tungara à force de sacrifices et de travail. Lui aussi a connu des sécheresses, mais il s'en est toujours sorti. Les Australiens sont à son image. Ils ont la tête dure et une âme de joueur, persuadés que la chance reviendra. C'est ce que Clem pense aussi. Malgré les années difficiles qui s'enchaînent, la ferme des Hodge est encore debout et Steven, l'un des fils de Clem, s'apprête à prendre la relève. Il a grandi dans la région et ne s'imagine pas vivre ailleurs. Je pense que nous avons clairement eu des années de sécheresse assez rudes depuis 7 ans. Si nous avons encore 4 ou 5 années comme ça, la ferme et l'exploitation seront vraiment sinistrées. Il faudra que j'aille trouver du travail ailleurs. Avec un peu de chance, je pense qu'il est possible de rester vivre ici, avec ma famille, sans aller chercher un travail ailleurs. Nous arrivons juste à survivre pour le moment. Les années ne sont pas bonnes, on ne gagne pas d'argent, mais on ne tombe pas trop bas, on garde juste la tête hors de l'eau, je suppose. On ne pourra pas indéfiniment dépenser des centaines de dollars à planter des récoltes et ne pas gagner assez en retour. On va dans le mauvais sens. Il y a 2 ans, l'année la plus sèche de la décennie, les céréales ont grillé sous le soleil et les revenus des Hodge ont chuté de 90%. Nul ne sait si ces silos seront remplis de grains cette année. Steven rassemble les moutons. Depuis quelques jours, l'amplitude des températures et les vents chauds inquiètent les Hodge.
Une nouvelle fois, l'été semble arriver plus tôt que prévu. Les Hodges savent bien que si les vents chauds s'installent, ils assécheront tout sur leur passage, les céréales comme les pâtures. Et les moutons vont maigrir très rapidement. En 2006, les éleveurs australiens n'ont pas eu le temps de réagir. Les moutons se sont déshydratés en un éclair. Du jour au lendemain, ils sont devenus invendables. Bon nombre de bêtes sont mortes de soif dans les pâtures. Des événements qui ont marqué tous les esprits. Les fermiers de la région se sont passés le mot. Ils pensent que la situation va se dégrader rapidement. Si les pluies n'arrivent pas dans les jours qui viennent, ils seront obligés d'organiser une vente improvisée de moutons. Il faut sauver la viande avant qu'elle ne se dessèche. Malgré tout, Cheryl garde le moral. C'est une femme du bush qui ne se lamente pas sur son sort. Alors, elle vient prêter main forte à Clem et à son fils. On n'a toujours pas eu la pluie nécessaire qui puisse nous garantir une bonne année de récolte. Il commence déjà à faire beaucoup plus chaud et le vent se lève. Parce que si ce vent chaud s'installe, il va assécher les cultures. J'aimerais bien qu'il pleuve encore un peu, ce serait bien. Je l'espère vraiment. Il nous faudra encore une semaine ou 10 jours de grosses pluies. Mais si on a quelques précipitations, ce serait mieux que pas de pluie du tout. Clem choisit les bêtes nées au printemps dernier. Leur viande étant grasse. C'est le meilleur âge pour en tirer un bon prix. À l'époque du père de Clem, il n'y avait pas de moutons à Tangara. Les récoltes de céréales suffisent largement. L'élevage des moutons était exclusivement réservé aux Australiens des régions désertiques, à ceux qui s'étaient établis un peu plus au cœur du pays. Mais pas ici, en Nouvelle-Galles du Sud. Dans la région, cela a bien changé. Pour faire face à la sécheresse, les fermiers commencent à abandonner les céréales pour élever des moutons. C'est plus facile et moins coûteux. Clem l'avoue, ce sont les moutons qui font vivre son exploitation aujourd'hui. Nous connaissons actuellement une période de sécheresse. Mais il faut quand même se rappeler que nous en avons connu de semblables dans les années 1930 et 40. En 1905 aussi, cela a été une année de sécheresse. Mais depuis 1950, depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu de très bonnes années. Et nous nous y sommes habitués. Il va donc falloir s'adapter et s'acclimater à de moins bonnes années. Pour deux raisons, à cause des différentes périodes climatiques et à cause du changement climatique. Nous sommes toujours en Nouvelle-Galles du Sud, à 500 km plus au nord de la ferme des Hodges. Voici Tim Wright, un éleveur de moutons à laine et de bovins. Tim n'est pas un fermier comme les autres. Sur sa moto, tous les jours, il parcourt sa propriété, l'Anna, qui s'étend sur plus de 4000 hectares. Sa ferme est gigantesque et ne connaît pas la crise que traversent les Hodges. Au contraire, la réussite de Tim Wright est presque indécente. Dans le monde rural, il passe pour un original. Tim est à l'opposé des fermiers traditionnels australiens. Lui, il n'a pas attendu le réchauffement climatique pour changer sa relation à la terre. Depuis une vingtaine d'années, Tim applique une autre méthode, la méthode holistique. Cette nouvelle approche de l'agriculture et de l'élevage a été inventée par un certain Alan Savory pour lutter contre la sécheresse en Afrique du Sud dans les années 50. Elle ne se focalise pas sur la seule rentabilité,
prend en compte la nature dans son ensemble. Ainsi, l'équilibre entre le soleil, l'eau, le sol et la biodiversité est-il préservé? Il faut du temps pour changer les choses en agriculture. Mais je constate un grand changement ces dernières années grâce aux médias et au réchauffement climatique. Cela a un impact, c'est un aspect positif pour l'Australie. Cela permet aux fermiers de réaliser qu'il faut vraiment apporter de bien meilleurs soins à la terre. Lorsque j'ai décidé de déplacer mes animaux régulièrement, cela a été un grand défi. Il a fallu penser différemment, ouvrir les yeux. Lorsque j'ai commencé, je n'ai pas voulu en parler à trop de gens à l'époque. Il fallait voir ce qui allait en découler. Mais je voulais un vrai changement. Je cherchais une façon simple de faire de l'agriculture. Depuis, cela a fait son chemin. D'autres personnes ont suivi. D'autres fermiers ont repris cette méthode. Et tous sont d'accord sur le fait que déplacer les animaux est crucial pour la terre. En Australie, chez les éleveurs traditionnels, les animaux restent environ 3 mois dans le même enclos. Ils piétinent et rasent tout sur leur passage. L'herbe est rongée jusqu'à la racine. Plus rien ne retient l'eau sur ce sol qui se découvre. Avec la chaleur, la terre s'appauvrit. Mais Tim procède autrement. Lui déplace ses animaux à une cadence effrénée. Tous les 2 ou 3 jours, il fait bouger ses troupeaux. Tim procède en somme à des mini-transhumances. Résultat, les animaux ne détruisent plus les sols qui restent couverts. Tim a dû investir beaucoup d'argent pour diviser sa terre en plus de 250 paddocks afin que les moutons circulent. Bien que les animaux passent par ici en grand nombre, ils n'ont pas le temps d'abîmer la terre. S'ils ne sont sur le terrain que pendant 3 jours, ce qui est la moyenne ici, ils ne peuvent pas vraiment nuire ni à la terre ni à l'eau dans ce laps de temps. L'eau a été testée il y a quelques années et elle était très riche. Et la raison pour laquelle l'écosystème est en bonne santé, c'est grâce à la manière dont nous nous sommes occupés de ces terres au cours des années. Grâce à cette nouvelle approche, les terres de Tim sont totalement épargnées par la sécheresse. Il est difficile de croire qu'à quelques centaines de kilomètres de là, des fermiers comme les Hodge sont à la merci des aléas climatiques. Je crois qu'il faut changer notre agriculture. L'approche holistique est ce vers quoi nous devons tendre. Il faut comprendre comment l'exploitation se situe dans tout l'écosystème et ne pas simplement penser à la production. Il faut que les cycles soient compris et qu'on les utilise. Il faut travailler avec la nature et non pas contre elle. Tim Wright a eu le déclic il y a 25 ans. Une sécheresse terrible venait de toucher la ferme familiale, laissant l'écosystème à l'agonie. Après ce désastre, Tim a cherché à comprendre. Judy Earle est ingénieure agronome. C'est elle qui a convaincu Tim d'utiliser la méthode holistique pour protéger ses terres. Le changement climatique est une réalité pour la majorité des fermiers. Et je pense que la plupart des périodes de sécheresse que nous avons eues, au moins au cours des 10 à 20 dernières années, ont été provoquées par notre façon d'utiliser la terre. Parce que l'on laisse la terre à nu, qu'on enlève la végétation et la biodiversité, l'eau ne peut plus circuler. La différence avec l'approche holistique en agriculture, c'est que l'on commence par travailler avec la nature et on laisse du temps à ces terres après le broutage pour qu'elles puissent se régénérer. On aide la végétation et la capacité de la terre à recevoir plus d'animaux, de faune et de flore.
Je crois qu'en tant que société, nous nous sommes déconnectés de la Terre et c'est en soi un grand problème. Non seulement les gens n'associent plus la nourriture et l'eau comme venant de la Terre, mais ils ne voient pas non plus ce qu'il faudrait faire par rapport au réchauffement de la planète ou au changement climatique. Même les plus petites décisions que nous prenons chaque jour ont un impact significatif sur la santé de la Terre et donc sur le changement climatique. En 20 ans, grâce à cette méthode, la végétation a repris ses droits dans la propriété de Tim. Les arbres s'épanouissent de nouveau au milieu des pâtures. Les berges de la rivière ne s'effondrent plus sous le poids des bêtes. Saules et roseaux maintiennent désormais les abords de la rivière. La biodiversité s'est considérablement accrue. Les espèces d'arbres ou de pâtures se multiplient. Aujourd'hui, la ferme de Tim est un véritable refuge pour les insectes et animaux de la région qui continuent d'enrichir les sols. Tim Wright a bel et bien restauré l'environnement de sa propriété. Grâce à la végétation, ces terres sont désormais protégées du réchauffement climatique. Malheureusement, l'exemple de Tim reste isolé. Nous avons énormément réduit notre végétation, nos parcs naturels. Dans l'agriculture européenne, on retire la végétation et on transforme l'endroit en champ. Nous n'avons pas laissé suffisamment de végétation. C'est la vérité. Maintenant, heureusement, nous avons des lois qui interdisent de détruire la végétation et je pense que c'est un très grand pas en avant. Jusqu'en 2006, les agriculteurs percevaient un bonus du gouvernement pour raser les forêts. L'Australie a ainsi perdu 70% sa végétation originelle. Elle se trouve à la merci de la moindre sécheresse et du réchauffement climatique. La Nouvelle-Galles du Sud en est aujourd'hui le triste exemple. Nous sommes de retour chez les Hodge et il n'a toujours pas plu. L'été est déjà là. La mise en vente des moutons a été confirmée dans la soirée et c'est une bonne nouvelle. Cette fois, c'est l'aîné des fils qui s'y colle, Gary. Il est revenu à la ferme après une parenthèse de 14 années dans l'armée de l'air et il sait à quoi s'en tenir. Gary est conscient des difficultés, mais il compte bien rester à Tungara. Les Hodge espèrent beaucoup de la vente. Les hommes de la famille se concertent sur les prix. Il faut bien mettre quelque chose à la banque. Clem a de la chance. Ses enfants ont décidé de rester à la ferme et de se battre. Mais pour les autres fermiers australiens, la relève est loin d'être assurée. Les jeunes préfèrent grossir les banlieues des grandes villes. Au moins, ils pourront y trouver du travail. L'agriculture australienne, autrefois une fierté, est devenue un repoussoir. La grande majorité des fermiers ressemblent à Clem. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter la catastrophe, mais n'y parviennent pas. Le camion, chargé des plus beaux moutons des Hodge, trace la route direction Forbes, à 50 km de là.
Au début de la grande sécheresse, le gouvernement soutenait beaucoup les fermiers. Aujourd'hui, les aides se font plus rares. La sécheresse n'a que trop duré et la crise financière mondiale aggrave la situation. Comme toujours, les plus fragiles sont les premières victimes. Aujourd'hui, les fermiers ne vivent plus qu'à crédit. La vente est exceptionnelle et tous les fermiers du comté sont présents. 26 000 moutons s'y bousculent. L'acheteur, lui, est unique. Il s'agit d'un des leaders de l'alimentation mondiale. Les animaux sont vendus et les fermiers ont plus que jamais besoin d'en tirer un bon prix. Car si les revenus chutent, il faut continuer d'entretenir la ferme, renouveler le matériel, faire face à des coûts qui augmentent, notamment celui du pétrole. Nous prenons les meilleurs et nous continuons à vendre les meilleurs et ceux qui ne sont pas vendus pendant cette période en octobre seront gardés jusqu'au mois de janvier, février, mars, puis, s'il le faut, on leur prendra la laine, c'est ce qu'on fera. Les autres, on les gardera pendant encore 2 ou 3 mois et si le sol est trop sec, on leur donnera des compléments alimentaires. Vous pouvez voir, il y a 26 000 moutons ici aujourd'hui. C'est devenu une grande région de moutons. 40, 60 goes to. That's good. 7. Right, boys, sell those there, lambs. How about 3 lambs, mate? Lambs and hoggets up for those today, 42. 34. $34. Quick, goes to. You can redeem yourself. Up for those 4 lambs, boys. Up for those boys. 88.80. Right, the fellas up there, handy article. Put it back there, boys. Right, the handle all right there, boys. Can I 7? Je suis content de la vente. Le marché est revenu un petit peu par rapport au mois dernier. $88 par tête, c'est pas mal. On pensait 80, 85, 86, 88, c'est bien. Très très bien. En attendant, Clem réalise une belle vente, il est rassuré. En cas de coup dur, l'année 2008 ne sera pas complètement perdue. Les Hodge pourront voir venir jusqu'au prochain printemps. Ce soir, à Tungara, on se réjouit d'une belle vente autour d'un barbecue. Les Hodge ont invité famille, amis et voisins. L'espace d'une soirée, on oublie ce printemps décidément trop court. Chaque occasion de ne pas penser à la sécheresse est bonne à prendre. Personne n'est dupe. Les températures doucement s'élèvent, l'été arrive, escorté de ses vents chauds. Cette année, chacun aura probablement encore à rogner sur tout. Quand finira donc cette sécheresse ? La question hante tous les esprits présents. Mais demain est un autre jour. Personne n'est aujourd'hui capable de dire aux fermiers australiens si la pluie reviendra comme avant. Le climat du continent semble avoir changé pour de bon. L'Australie est un pays développé, et pourtant, c'est l'une des premières victimes du réchauffement de la planète. Je pense que la société agricole australienne doit se rallier au projet sur la réduction des gaz à effet de serre, parce que ça donne la possibilité aux fermiers de stocker le carbone dans le paysage grâce à la terre et à la végétation. On stocke le carbone grâce aux pratiques agricoles. Et les fermiers pourront gagner de l'argent tout en atténuant les effets du changement climatique. Le gaz carbonique, voilà le grand coupable. Produit par l'activité des nations développées, ce gaz entraîne le réchauffement de la planète. Mais comment lutter ? L'une des solutions se trouve dans la végétation. Car les plantes, pour pousser, se nourrissent de gaz carbonique. Replanter à large échelle en Australie pourrait considérablement améliorer le sort des fermiers
et peut-être celui de la planète tout entière. De nombreux fermiers voient maintenant le fait de planter des arbres comme quelque chose de positif, et pas seulement pour l'environnement. Ils peuvent constater que stocker le carbone sur le long terme sera intéressant financièrement pour eux. Réduire l'impact du gaz carbonique, voilà le nouveau credo de l'Australie. Le déclic est tardif. Cela fait 10 ans que le protocole de Kyoto a fixé cet objectif. Mais l'Australie ne l'a ratifié qu'en 2007. Nous sommes fin octobre. Pour Tim Wright, c'est le grand jour de la tonte. Ces moutons valent de l'or. Leur laine est l'une des plus chères au monde et le résultat de 20 ans de travail. Les ateliers de couture du monde entier se la disputent. Tim a gagné son pari. Non seulement l'exploitation emploie des méthodes durables, mais elle rapporte aussi beaucoup d'argent. En 20 ans, il a triplé ses cheptels et doublé ses revenus. Il possède aujourd'hui 7000 moutons. L'exploitation procure de l'activité à tous les saisonniers du secteur agricole. En octobre, ils sont en Nouvelle-Galles du Sud et en décembre se retrouvent peut-être à Perth, de l'autre côté du continent. Les tondeurs itinérants parcourent ainsi toutes les fermes du pays. Il faut prendre le coup de main. Tondre un mouton en 1 minute 30 relève de l'exploit. Étape suivante, il faut trier la laine, la vérifier. La laine doit arriver en parfait état aux ateliers du monde entier qui se chargeront de la filer. Son prix en dépend. Tim surveille étroitement le déroulement des opérations, car il n'y a qu'une tonte par an. Comme les animaux sont déplacés régulièrement, ils ont une alimentation plus diversifiée, parce qu'ils vont d'un enclos à l'autre. Du coup, la qualité de la laine ne change pas. On peut voir que la laine ici est très fine, de très bonne qualité. Elle va servir pour les meilleurs marchés. Il n'y a pas de résidus dans la laine. C'est ce qui est recherché. Elle est propre, elle est lumineuse. J'ai le mérite de produire ce genre de laine. Je crois que dans les zones du Nord où nous sommes, c'est l'un des seuls endroits où on a ce genre de produit. Il y a 20 ans, personne ne croyait au succès de Tim. Mais aujourd'hui, les fermiers les plus progressistes viennent de tout le pays jusqu'à sa propriété pour constater et apprendre. Ils font tous partie d'un réseau unique au monde qui se nomme Landcare et qui rassemble de plus en plus d'agriculteurs. Tim en est membre et transmet la technique à tous ceux qui veulent, comme lui, sortir de l'impasse environnementale. Fondé sur ce réseau d'entraide, Landcare pourrait bien un jour changer le visage de l'Australie. Dernière étape pour Tim, marquer les ballots de laine avant de charger le camion. D'ici quelques semaines, elle sera filée, tissée et puis façonnée dans les plus grands ateliers de couture du monde. Cette fois-ci, la laine part directement pour l'Italie. Chaque ballot renferme 15 000 € de marchandises. Au total, sur ce camion, il y a 1,5 million d'euros de recettes pour Tim. Une vraie fortune. Clem Hodge lui aussi veut changer.
Il mise tout sur ce nouveau tracteur. Il coûte 200 000 €. Pour financer ce très gros investissement, il s'est associé à plusieurs fermiers de la région. Grâce à des capteurs et un ordinateur de bord relié à des satellites, le tracteur est capable d'analyser le potentiel du sol. Il calcule le nombre de plants à cultiver au centimètre carré près. Puis il dose et délivre l'exacte quantité d'eau et d'engrais dont la plante a besoin pour pousser. À la clé, moins de gaspillage et une optimisation des ressources. En 1 heure, le nouvel engin de Clem Hodge réalise ce que son ancien tracteur faisait en 1 journée. Et ce n'est pas tout. Nous avons acheté ce tracteur et du matériel pour faire ce que nous appelons du semi-direct, ce qui signifie planter directement les cultures dans le sol. Et de nombreuses études démontrent que c'est la bonne façon de faire les choses. Cela implique un risque parce que ça coûte beaucoup d'argent, mais nous considérons que l'investissement en vaut la peine. On le met dans nos récoltes, dans notre terre, environ 1000 hectares plantés. On considère que c'est nécessaire. C'est surtout pour mes fils maintenant. Je vieillis et je ne l'aurais pas acheté pour moi, mais mes fils sont des fermiers en devenir et ils continuent à être des fermiers. C'est un investissement pour leur avenir. C'est un business à long terme. C'est vraiment la seule façon de l'envisager. Si on prend des décisions à court terme, il faudra changer sans cesse et il n'y aura pas de continuité. Nous, les agriculteurs, nous devons avoir une vision sur le long terme et parfois accepter des changements. Ce qui se passera l'année prochaine, nul ne peut le prédire. Ce qui est sûr, c'est que l'été australien est déjà trop chaud. Les prévisions sur le changement climatique à partir desquelles nous travaillons annoncent une hausse de température de 2,6 degrés à 3 degrés d'ici 50 ans. En Australie, on a observé des hausses de température qui jusqu'à présent sont en accord avec nos prévisions. Nous pensons donc que nous sommes sur la bonne voie. En termes de précipitations, nous prévoyons un déclin dans la partie sud de l'Australie atteignant peut-être 10 à 15% par an, ce qui veut dire que les rivières devraient recevoir environ 30 à 40% moins d'eau qu'à l'heure actuelle. L'Australie goûte aujourd'hui l'effet boomerang de son propre développement. Pour limiter les dégâts, le gouvernement australien achète désormais de l'eau à tous ceux qui veulent bien en céder, aux industriels comme aux particuliers, pour la remettre dans les fleuves. Une mesure dérisoire qui n'empêchera pas les villes d'en manquer. À Melbourne, Adélaïde ou Sydney, les villes majeures d'Australie, la population devrait doubler d'ici 30 ans, en partie à cause de l'exode rural. Pour y faire face, les premières usines de dessalement d'eau de mer y voient le jour. L'investissement est colossal. L'Australie n'a jamais été faite pour l'agriculture. Les premiers colons britanniques débarqués il y a plus de 200 ans pour conquérir le continent ne le savaient pas. Arrivés lors d'une période humide, ils ont méjugé le potentiel hydrique de l'Australie et se sont obstinés. Le réchauffement climatique ne fait qu'accélérer l'effondrement de cette nation agricole. En fait, l'Australie libère un taux de carbone similaire à celui de la France. Ça ne sert à rien de dire que l'Australie ne peut pas contribuer à l'amélioration. On pourrait tout aussi bien dire que la France ne peut pas contribuer, l'Italie ne peut pas contribuer, l'Allemagne, etc. Tous ces pays sont de taille similaire. Donc, ce que disent de nombreux Australiens ainsi que notre gouvernement, c'est « Nous allons mener ce combat et croire à la réduction de nos émissions. Ce sera important non seulement de prendre une place de dirigeant, parce que par chance nous sommes un pays relativement riche. Nous pouvons faire les changements selon nos capacités. Nous avons d'amples analyses scientifiques qui montrent qu'on peut faire ces changements et qu'ils ne vont pas endetter la population. » Pour Tim Wright, l'avenir est assuré. Mais son exemple reste marginal. L'Australie agricole doit changer, et pas seulement pour elle-même. En 2006,
les récoltes catastrophiques ont contribué à la hausse mondiale du prix des céréales, poussant les populations les plus pauvres de la planète à la révolte. On parlait de crise de la faim, un dommage collatéral du réchauffement climatique. L'avenir est incertain pour la famille Hodge. La pluie ne tombe toujours pas. Pour amorcer un changement et pour que leur investissement porte ses fruits, leurs terres ont plus que jamais besoin d'eau. Une 9e année de sécheresse pourrait avoir raison de leur optimisme légendaire. Que deviendront alors tous ces fermiers australiens face au réchauffement climatique ?